Bonjour, mon nom est Géraldine Massoung et aujourd'hui, avec ma collègue Juliette Marcoux, nous allons recevoir Geneviève Belleville, qui est psychologue clinicienne et chercheuse. Elle va nous entretenir sur la thématique du stress post-traumatique. Notre balado aborde les violences sexuelles et leurs conséquences. Il peut aussi être question de traumatisme, de violence, de suicide, de consommation, d'automutilation et autres. Cet épisode s'adresse à un public averti. Bienvenue à Briser le silence, votre balado traitant des violences sexuelles, de consentement et des dynamiques de pouvoir entre les individus. Votre animatrice, Juliette Marcoux, ainsi que ses invités, échangeront sur ces réalités qui concernent l'ensemble de la population. Merci d'être à l'écoute. Ensemble, brisons le silence. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Juliette et moi sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre balado Briser le silence. Aujourd'hui, nous avons un thème particulièrement intéressant parce que nous allons aborder la question du stress post-traumatique. Et pour ce faire, nous avons une invitée de marque, Geneviève Belleville. Nous nous sentons vraiment privilégiés de la recevoir aujourd'hui. Et avant de poursuivre, d'aller plus loin, on va faire un petit tour de table pour se présenter un peu, pour mettre cette conversation en route. Donc, je proposerai à Juliette tout de suite. Oui. Vas-y, Juliette. On m'a déjà vu quelques fois sur le podcast, mais je suis bien contente là, d'être avec vous, mesdames, là, pour parler du choc post-traumatique. Je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de démystifier, de plus parler. Donc, je suis vraiment, moi aussi, très contente de recevoir. Donc, merci beaucoup. Donc, merci Geneviève vraiment d'avoir accepté cette invitation. Pour nous, dans la province, là, tu es comme un peu une sommité là, en matière de recherche en stress post-traumatique. Donc, on est vraiment privilégiés et honorés de te recevoir aujourd'hui. Puis, on aimerait ça que tu nous parles un petit peu de toi, te présenter, qui est Geneviève Belleville. Donc, le stress post-traumatique, c'est une question que tu travailles au quotidien. Donc, c'est quoi qui t'a amené là? Donc, je te laisse y aller, Geneviève. Oui, là, tu me commences ça tellement. Je suis presque sans mots, là. Tu m'as mis la barre haute. C'est moi qui est très, très privilégiée d'être ici parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir venir parler de ce sujet-là qui me tient tellement à cœur, le stress post-traumatique. Moi, j'ai fait mes études en psychologie et je suis d'abord psychologue clinicienne, mais je suis aussi professeure à l'école de psychologie à l'Université Laval. Et depuis les 15-20 dernières années, je m'intéresse aux réactions post-traumatiques. Donc, j'avais fait mes études dans le domaine des troubles du sommeil. Je m'intéressais à l'insomnie, puis au cauchemar. Puis rapidement, ça m'a amené à m'intéresser dans tout ce qui peut causer les troubles du sommeil. On a les événements traumatiques, l'exposition à des événements qui viennent bouleverser notre quotidien, bouleverser notre sommeil. Et là, ça m'a ouvert toute une porte sur un champ de recherche vraiment intéressant au niveau théorique, mais aussi ça m'a fait faire des rencontres vraiment extraordinaires de toutes sortes de personnes qui ont vécu oui, des choses horribles, mais dans la façon dont ils traversent ces épreuves-là sont tout à fait extraordinaires. Merci Geneviève pour cette présentation. Juliette et moi, on va parler un petit peu là de notre intérêt aussi là à aborder ce sujet aujourd'hui. Mais je pourrais commencer. Moi aussi là, j'ai étudié en psychologie ailleurs qu'au Québec. Mes études universitaires ont débuté au Gabon, mon pays de naissance. Puis j'ai poursuivi en France. Donc ça m'a mené vers un baccalauréat, en fait l'équivalent, parce que
que là-bas, c'est pas les mêmes appellations, l'équivalent d'un baccalauréat puis d'une maîtrise. Donc, puis j'ai toujours été fascinée puis questionnée par le devenir des personnes qui subissent des agressions sexuelles. Donc, l'un de mes premiers écrits là, durant mon parcours d'étudiante s'intitulait Le devenir des enfants victimes d'inceste. Donc, il y a toujours eu ce questionnement-là suite à cet événement aussi difficile, aussi perturbant. Qu'est-ce que peut être l'avenir de ces personnes-là? Donc, je dirais que c'est ça qui m'a amenée aussi là, à travailler, à solliciter, à travailler à Viol Secours. Donc, je te cède la parole, Oui. Juliette. Moi, de mon côté, j'ai étudié en criminologie, donc j'ai plus étudié les comportements criminels, ce qui se passe dans le cerveau au niveau de la sociologie, mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour mon seul cours de victimologie au baccalauréat, puis c'est là que je me suis mis à me poser plus de questions par rapport à, on l'a abordé en surface, fait que pour plus en profondeur, les conséquences au long terme, au court terme, etc., puis l'accompagnement aussi, donc en parallèle avec ça, j'étais beaucoup impliquée dans des associations féministes, etc. Donc, c'est sûr que la discussion était beaucoup ouverte là, à ces sujets-là. Donc, c'est sûr que moi, pour ici, ça va m'éclairer sur beaucoup. Puis ça va me permettre d'aller plus en profondeur parce qu'on l'a abordé, mais l'espace de 5 minutes sur un PowerPoint. Donc, ça va me permettre de me sentir plus outillée aussi, de pouvoir bien l'expliquer, puis tout ça. Donc, je suis bien... Je vais pas arrêter de le dire, mais je suis bien énervée. On est toute une équipe. Merci Juliette, merci Geneviève. Ben, pour rentrer tranquillement dans le vif du sujet, là, il y a quelqu'un qui disait, un philosophe, entendons-nous sur les concepts. Donc, quand on parle de stress post-traumatique, c'est de quoi s'agit-il? Comment peut-on définir cette expression? Voici ma série de diapositives. Voilà. Alors, le stress post-traumatique, c'est quoi? Quand on parle de TSPT ou encore l'acronyme en anglais, là, PTSD ou PTSD, on parle d'un trouble de santé mentale, donc une psychopathologie qu'on peut développer à la suite de l'exposition à un événement traumatique. Donc, un événement qui a mis notre vie ou notre intégrité physique en danger. Le trouble de stress post-traumatique, c'est l'un ou le trouble le plus complexe là, toute la catégorie des troubles mentaux parce qu'il y a énormément de symptômes différents là, qui peuvent composer le portrait clinique. Mais en général, les conceptualisations tant européennes que nord-américaines du trouble de stress post-traumatique vont mettre l'accent sur 3 aspects. Le premier, c'est la présence d'intrusions cognitives. Des intrusions cognitives, c'est quoi? Ce sont des pensées qu'on ne veut pas avoir, qui semblent arriver dans notre tête, dans notre cerveau, sans qu'on ne l'ait souhaité. Donc, ça peut venir sous forme de pensées, sous forme d'images, sous forme de souvenirs. Et puis, le jour comme la nuit, là, ça peut être, oui, des images, des souvenirs qui nous hantent le jour, mais aussi des cauchemars la nuit. Le deuxième aspect qui caractérise les gens qui ont un TSPT, c'est l'évitement. Et là, je parle pas de l'éviter, je parle de vraiment éviter des choses. Donc, les personnes qui ont vécu un événement traumatique vont avoir tendance à éviter de vouloir revoir ces souvenirs-là. Puis on peut comprendre, c'est assez logique qu'on a vécu quelque chose de très, très horrible. Mais il y a vraiment une volonté ferme de pas vouloir en parler, d'éviter des endroits qui nous rappellent l'événement, d'éviter parfois même de regarder les nouvelles parce qu'il y a des conversations qui nous rappellent l'événement. Puis, le troisième aspect central, c'est ce qu'on va appeler l'hyper-éveil, les symptômes d'hyper-éveil. Donc, comme si la personne était en hyper-vigilance, comme si la menace ou le danger était encore présent. Donc, on va avoir des gens qui vont sursauter plus facilement, qui vont avoir tendance à vérifier de façon démesurée la sécurité d'un environnement, qui vont avoir de la difficulté à dormir parce que, justement, se sentent très, très, très activés, vont avoir des difficultés de concentration.
Puis, la conception nord-américaine ajoute aussi un aspect aux 3 que je viens de nommer, soit ce qui s'appelle l'altération de l'humeur et des cognitions. Ça, ce que ça veut dire, ça aussi, c'est des grands mots pour dire que on se sent pas bien. On a l'humeur qui est triste, les gens se sentent déconnectés de leurs amis, de leur réseau. Puis une altération des cognitions, c'est que l'événement est venu changer la façon de voir les choses. Donc, la façon de se percevoir nous-mêmes, la façon de percevoir le monde ou les autres. Puis souvent, ce qu'on va voir, c'est que les gens se mettent à se blâmer de façon exagérée. Il y a une perception de la responsabilité de l'événement traumatique. Ou encore, vont se mettre à voir le monde comme étant un endroit fondamentalement insécurisant ou dangereux. Donc, voilà, fin de mes diapositives. On aurait pu t'écouter encore et encore. Là, c'est vraiment intéressant et édifiant. Et puis, déjà, on va en parler tout au long du balado, mais déjà, on voit combien ça peut être invalidant, là, comme condition. Puis, toujours en termes de définition, on voulait voir avec toi stress aigu et stress post-traumatique, c'est quoi comment discriminer les deux conditions? Oui, tout à fait. Et là, ça, c'est quand on parle de la temporalité de l'événement traumatique versus ses conséquences. Donc, dans les 3 jours qui suivent un événement traumatique, on parle de rien du tout. On parle de réaction normale. Donc, peu importe l'intensité des réactions qu'on vit tout de suite après un événement traumatique, on ne parlera pas de trouble mental ou de psychopathologie. Dans le mois suivant, donc entre 72 heures et moins d'1 mois, là, on va parler de ce qu'on appelle le stress aigu, le trouble de stress aigu. C'est pratiquement les mêmes symptômes que le trouble de stress post-traumatique, c'est juste que c'est dans la période de temps entre 72 heures et moins d'1 mois. Et à partir d'1 mois, là, on va pouvoir parler de trouble de stress post-traumatique. C'est pour ça que quand il y a une catastrophe quelque part, puis là, les médias s'intéressent à la population et parlent de trouble de stress post-traumatique, ce ne sont pas des gens qui sont bien informés. Parce qu'on ne peut pas parler de trouble de stress post-traumatique avant 1 mois après l'événement. Là. On peut parler de stress aigu. Effectivement. Ben, merci de nous éclairer. Ça vous mystifie. La prochaine question est sensiblement en lien avec ça. À Viol Secours, bien évidemment, on rencontre des personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles qui vivent des conséquences depuis un certain nombre de temps qui varient là, d'une personne à l'autre. Mais somme toute, il nous arrive dans nos bureaux avec des symptômes psychologiques là, suite aux événements. Fait que je sais pas si chaque personne qui se présente avec des symptômes psychologiques ont nécessairement un diagnostic de TSPT. Tout ça, on nous pose souvent la question, puis c'est difficile d'y répondre. Absolument. Ben, la réponse est absolument pas. C'est normal d'avoir des réactions. C'est normal de vouloir éviter d'en parler, comme on disait tout à l'heure. C'est normal d'avoir des souvenirs dérangeants. C'est normal d'être un petit peu plus alerte aux dangers potentiels de notre environnement après avoir vécu un événement traumatique. Ça devient un trouble quand ces symptômes-là se résorbent pas dans le temps. Donc, au lieu de s'atténuer d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, les symptômes demeurent ou même empirent. Ça, c'est pas un bon signe. Ensuite de ça, quand ce sont des symptômes qui perdurent, qui sont chroniques, qui sont aussi sévères, qui sont intenses. Donc, des symptômes qui vont eux-mêmes créer une détresse. Là. C'est plus juste l'événement traumatique qui me crée une détresse, c'est le fait de faire des cauchemars à cause de mon événement traumatique. Donc, il y a une espèce de couche qui se surimpose, qui se superpose par-dessus. Puis l'intensité, là, quand mon fonctionnement est atteint, quand j'ai de la difficulté à faire mes études ou mon travail, à m'occuper de moi-même ou à m'occuper de ma famille. Donc, à ce moment-là, là, on peut commencer à penser que c'est un trouble de stress post-traumatique. Mais à la base, tu as tout à fait raison, là, avoir des réactions, même des réactions qui
dure un certain temps, c'est pas une psychopathologie en soi, là. Parce que je dois avouer qu'il y a quand même plusieurs personnes qui se présentent dans nos bureaux qui sont stressées de la durée des symptômes ou des conséquences qu'elles vivent. Fait que c'est sûr que si on va sur Internet puis on tape ça rapidement... Docteur Google. Oui, c'est la première chose qui sort. Fait que c'est sûr qu'on nous le demande souvent. Je sais pas si j'ai un trouble ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que ça m'éclaire un petit peu. Puis je suis certaine que ça va éclairer les femmes aussi là, qui écoutent l'épisode. Puis justement, en introduction, là, tu nous donnais les 3 ou 4 grands critères diagnostiques là, pour le stress post-traumatique. Puis, au quotidien, comment ça s'exprime? Peut-être très concrètement, avec quelles plaintes les gens arrivent? Qu'est-ce qui change très concrètement dans leur quotidien? Ben, la santé mentale étant ce qu'elle est, avec tout le stigma qui est associé, on va souvent entendre en premier les plaintes somatiques, donc les plaintes physiques. Les gens vont se plaindre de fatigue, de difficulté à relaxer, de difficulté à dormir, de cauchemars récurrents. Mais quand on creuse un petit peu plus, là, on va peut-être pouvoir avoir accès aux pensées intrusives. Donc, si je pose la question, est-ce que ça vous arrive de penser à l'événement sans le vouloir? Ben là, on va avoir un petit peu plus d'ouverture là-dessus. La catégorie de symptômes le plus difficile à identifier pour quelqu'un d'extérieur, mais qui fait le plus de sens pour les personnes qui le vivent, c'est l'évitement. Parce qu'il y a toutes sortes de façons d'éviter sans que ça paraisse trop. Je peux éviter d'aller à une épicerie particulière en disant « Ah, ben là, les produits sont trop chers. Mais dans le fond, je veux pas croiser une personne qui ressemble à la personne qui m'a agressée, par exemple. Donc, identifier l'évitement, c'est ce qui est habituellement un petit peu plus complexe, mais j'ai rarement vu des personnes avec un trouble de stress post-traumatique qui n'avaient pas toutes sortes de petits évitements là, bien ancrés dans leur fonctionnement. Mais c'est intéressant, là, ce que tu apportes, tout le stigma autour de la santé mentale qui fait que c'est plus les plaintes physiques qui vont être mises de l'avant. Là, ça nous parle aussi, ça nous sensibilise comme intervenantes. Des fois, c'est des personnes qui consultent à Viol Secours et qui peuvent avoir des plaintes somatiques. Ben, ça nous dit, ben, peut-être faudrait référer là, pour aller explorer cet aspect-là. Tout à fait. Question de rester un petit peu dans le sujet là, des diagnostics en santé mentale. Est-ce que ça arrive par moment que le diagnostic de TSPT soit confondu avec un autre diagnostic en santé mentale? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est très rare qu'un TSPT vienne seul. C'est un des troubles qui vient le plus avec un autre trouble de santé mentale. Le premier suspect, c'est la fameuse dépression. Puis encore une fois, on comprend bien que quand on a vécu quelque chose de difficile, on développe des symptômes, on essaie de transiger avec ces symptômes-là, ça fonctionne pas, ça empire, ça affecte le fonctionnement. On peut comprendre que facilement, là, il y a une dépression qui s'installe aussi de façon co-occurrente. Les autres troubles anxieux aussi, parce que c'est pas rare que si en me remémorant des choses difficiles, je me sens activée, je me sens anxieuse, ça peut aller jusqu'à l'attaque de panique. Donc, si ces attaques-là de panique se répètent, ben, je pourrais développer un trouble panique, je peux développer de l'anxiété généralisée. Donc, c'est pas rare là, qu'on retrouve plus d'un diagnostic chez les personnes qui ont un trouble de stress post-traumatique. Ça peut être quand même des grosses nouvelles pour les personnes qui reçoivent tous ces diagnostics-là en même temps. Là. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as expérimenté, là, mais d'en parler avec certaines personnes victimes, mais ça doit être difficile quand même. Oui, en même temps, il y a une puissance libératrice à mettre des mots sur une expérience de souffrance puis de détresse
intérieure. Les difficultés de santé mentale, hein, c'est surtout la personne qui les vit, qui est au courant de l'intensité puis à quel point ça vient colorer l'ensemble de l'existence. Donc oui, de l'extérieur, ça peut être tannant, les étiquettes. J'ai 1, 2, 3 diagnostics, mais des fois, mettre des mots sur des... C'est pas tant les diagnostics comme le fait, ce que je vis, ça a un nom, les gens connaissent ça, puis il existe des solutions. Ben ça, je pense que ça vient contrecarrer l'espèce de pensée catastrophique que je suis en train de devenir folle, je suis en train de perdre la raison, je suis en train de perdre la carte. Parce qu'en fait, je pense, tu sais, je vais parler pour moi, mais des expériences de femmes qui, justement, disent j'ai l'impression que personne me comprend, que personne comprend réellement ce qui se passe, puis c'est un ramassis de plein de conséquences au niveau psychologique, puis tout ça, puis on voit qu'elles errent un petit peu avant de trouver ce diagnostic-là, fait que, évidemment, ça correspond bien à ce que ces femmes-là peuvent ressentir. Oui, et puis quand on parle de violences faites aux femmes, des fois, là, toute la symptomatologie des femmes n'est pas toujours rapportée à la violence qu'elles subissent. Puis certaines femmes arrivent dans nos bureaux avec la plainte que moi je suis étiquetée tel diagnostic, alors que en réalité je vis les conséquences de la violence. Et des fois on a le sentiment que quand il y a un diagnostic d'état de stress post-traumatique, ça vient comme expliquer puis comme baisser l'espèce de stress, on ne sait pas trop où est-ce qu'on est. Donc je trouve ça intéressant là, de ce que tu apportes, comme dire que ça apporte vraiment de l'apaisement, de la compréhension dans ce qu'on est en train de vivre. Oui, puis il faut pas se cacher qu'on vit encore dans une société avec des relents de patriarcat et de sexisme, donc des instances de sexisme en médecine, il y en a énormément, où le même symptôme, il y a des études qui montrent que le même symptôme rapporté par un homme va plus mener à un diagnostic que ce symptôme-là rapporté par une femme qui pourrait être minimisé ou encore mis sur le dos d'une faiblesse de caractère ou de la fameuse hystérie. Là. Bon. Donc, ça existe encore, malheureusement, même si on a fait du chemin, là, mais ça peut exister encore. Puis pour justement, ça va être certainement mis dans les barres d'informations là, annexées au podcast, mais il y a une étude qui a été menée là, par une chercheuse. En fait, c'est une étude collaborative à laquelle le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale et une chercheuse, Catherine Larose-Hébert, montrait que finalement, des fois, la violence sexiste, les symptômes de la violence sexiste sont psychiatrisés. Et là, on passe vraiment à côté là, de l'objectif, vu qu'on applique des solutions qui ne fonctionnent pas avec la vraie problématique. Donc, c'est vraiment important. Et puis, c'est de la musique à nos oreilles, là, ce que tu partages. Ouais. Puis, tu y as répondu peut-être un petit peu tantôt, mais c'est quoi la prévalence de l'état de stress post-traumatique? Je vais ressortir ma pile de diapos. C'est pas une réponse, c'est pas une question nécessairement facile. Ce qu'on sait en général, c'est que l'exposition à des événements traumatiques, elle est très commune. Donc, dépendamment des estimés, au Canada, il y a eu une dernière grande enquête qui a été faite, puis c'est autour de 75-80% des Canadiens qui vont avoir été exposés à un événement traumatique. Maintenant, il y en a des types, ça peut être une agression, mais ça peut être aussi un accident, des catastrophes naturelles, etc. Puis, parmi les gens exposés, c'est quand même une petite proportion qui développe un trouble de stress post-traumatique. C'est pas parce qu'on a été exposé à un événement traumatique qu'on développe nécessairement un trouble, comme on a dit tout à l'heure. Puis on va parler de 6, 7, 8, 10%.
OK. Mais là, attention, ça dépend du type d'événement traumatique parce que ma prévalence de TSPT va être beaucoup plus faible après des événements de type accident d'automobile que après des événements de type agression sexuelle, où là, on va voir des prévalences très peu de temps après l'événement, donc 1 mois, 3 mois après l'agression sexuelle, on peut voir des prévalences jusqu'à 80%. Et 1 an plus tard, là, ça peut se stabiliser autour de 40%. Donc, l'agression sexuelle avec le combat militaire, la situation de guerre, ce sont vraiment les événements traumatiques qui sont le plus susceptibles de provoquer un trouble de stress post-traumatique. Quand même, les statistiques m'ont un petit peu ébranlée. Je pensais pas que c'était une aussi grosse partie là, des victimes qui, malheureusement, là, avaient ce diagnostic-là. Mais ça fait quand même du sens avec les femmes qu'on rencontre dans Effectivement, oui, ça fait sursauter, mais en même temps, ça correspond à notre réalité. Là. Oui, parce qu'on va entendre beaucoup, le TSPT, c'est rare par rapport au nombre de personnes qui sont exposées aux événements. Mais c'est moins vrai quand on parle d'agression sexuelle. Ouais. C'est pas si rare que ça. Puis à ce niveau-là, à quel moment il faut commencer à s'inquiéter, puis peut-être plus aller consulter, chercher de l'aide quand on présente ces symptômes-là? Ben, il faut avoir quelques points de comparaison. Je dirais, une fois que le mois est passé après l'événement, si quelques semaines dans cette période-là, on continue de voir que les symptômes s'installent, qui se chronicisent, qui sont invalidants, ben on n'a pas à avoir peur d'aller consulter à ce moment-là. Là. Fait qu'assez rapidement se faire confiance. En fait. Se faire confiance, ça partira pas tout seul, ces symptômes-là. C'est ça, je veux pas être défaitiste, là, mais il y a des études qui avaient été faites avec des vétérans de la guerre du Vietnam où on voyait que 40 ans plus tard, les gens avaient encore des symptômes de stress post-traumatique. Donc, mais plus c'est pris tôt, plus les traitements sont efficaces. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur d'aller consulter. Là. Encore une fois, les chiffres m'ont fait sursauter. Près de 40 ans là, à la suite, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour vivre ces symptômes-là au quotidien, en fait. Là. C'est toute une vie, finalement. Oui. Mais ce qu'on précise tout le temps, c'est 40 ans sans traitement. Oui. 40 ans sans intervention. Parce que le TSPT, c'est ça, il faut pas être trop pessimiste non plus. Là, c'est une condition qui est très traitable. Puisqu'on voit beaucoup dans les médias, les portraits qu'on voit au cinéma, dans les émissions de télé, c'est des gens qui gèrent leurs symptômes, là, comme si le TSPT était une maladie chronique. Ça, c'est un mythe, là. C'est pas la façon vraie de voir le TSPT, là. C'est une condition qui se traite. Puis, justement, est-ce qu'on identifie des facteurs précipitants, des facteurs de risque qui peut-être prédisposent ou qui accentuent? Oui, il y a toute une littérature qui identifie les facteurs de risque de développer un trouble de stress post-traumatique. Le premier, c'est on a tendance à voir l'événement, puis après ses conséquences, mais on avait une vie avant l'événement. Donc, ce qui se passait dans cette vie-là va avoir un impact sur comment on réagit à l'événement. Donc, si on était déjà fragilisé par toutes sortes de situations de vulnérabilité, si on a déjà vécu ou on a grandi dans un contexte d'adversité, si on avait déjà vécu des traumatismes par le passé, si on vit des coups durs, qu'on a perdu notre emploi ou on a toutes sortes de conditions plus difficiles, ben ça va affecter, ça va devenir un facteur de risque de développer un TSPT après un événement traumatique. Il y a la gravité de l'événement en tant que tel, à quel point ma vie a été en danger, à quel point j'ai été impuissante, à quel point j'ai ressenti vraiment une peur de mourir, une peur que ma vie s'arrêterait là. Ça va avoir un impact aussi. Puis après l'événement traumatique aussi, comment les gens autour de moi réagissent. Puis ça, c'est super important quand on parle d'agression sexuelle. Mais si les gens
gens ont tendance à minimiser, à me blâmer, à me demander qu'est-ce que je portais, si j'avais bu, si je l'ai cherché, si j'ai dit non, bon, tous les mythes liés à l'agression sexuelle, là. Donc ça, cette ambiance-là sociale dans laquelle on évolue après un événement traumatique va aussi avoir un impact, là. Puis là, justement, ce que tu apportes, ça nous amène, nous, intervenantes, à avoir une sensibilité intersectionnelle lorsque on reçoit des personnes, justement, qui vivent ce type d'enjeu-là. Parce que, oui, effectivement, une personne qui en situation d'itinérance, qui fait face à plusieurs types d'adversité, peut-être va être plus touchée, plus vulnérable par rapport à cela. Oui, tout à fait. Pour faire un petit peu, en fait, c'est quasiment la même question, mais est-ce qu'on peut prévenir le TSPT? Puis est-ce qu'il y a des facteurs de protection, tout ça, par rapport au diagnostic? Ça ressemble à la même question, mais c'est pas la même question. Enfin, j'étais contente que vous me la posiez. Parce que les facteurs de protection, là, je vais aller dans l'autre sens chronologiquement. Le plus important, c'est justement le soutien social. On parlait de comment les gens réagissent, mais tout de suite après l'événement et après, dans les semaines qui vont suivre l'événement, quand on a un bon soutien social, une personne qui dit « Ah, je te crois, je te valide dans ce que tu as vécu, je sais que ce que tu as vécu, c'est difficile, je suis là pour t'écouter, je suis là pour t'amener à l'hôpital, je suis là pour t'amener à tes rendez-vous. » Des fois, on n'a même pas besoin de s'en servir de ce soutien-là, mais juste de savoir qu'il est là. Ça, là, c'est l'armure, la protection par excellence là, contre le développement d'un stress post-traumatique. En fait, on a fait un épisode, je crois, la première saison aussi, où on parlait des facteurs aidants, les facteurs nuisibles pour les proches, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, ne pas faire. Fait que je pense que ça fait un beau parallèle avec cet épisode-là qui pourrait être, qui pourrait venir alimenter là, le discours. Absolument, parce que des fois, les proches ont des bonnes intentions, veulent aider. Mais font des comportements qui finalement sont nuisibles au final. Il y a des réactions, des fois il y a des gens qui essaient d'expliquer l'événement en blâmant un peu la victime, ou qui sont tellement bouleversés parce qu'ils ont entendu que la victime doit prendre soin de son interlocuteur. Donc, il y a toutes sortes de réactions comme ça qui sont parfois de bonne volonté, mais qui nuisent au final, là. C'est ce qu'on disait aussi, justement, dans cet épisode-là. Ça part souvent vraiment d'un bon endroit, mais il faut quand même faire attention dans la manière qu'on aborde, on aborde les situations. Puis il y en a des gens qui ont pas de bonnes intentions. Si on se promène sur les réseaux sociaux, il y en a aussi qui ont... Évidemment, là. On va pas se mentir ici, là. Mais il y en a certains qui, quand même, c'est maladroit. Tout à fait. Par moment. Sinon, tu l'as quand même répondu, mais je vais la poser. Est-ce que c'est une condition permanente, le TSPT? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Parce que souvent, il y a un découragement qui s'installe là, face à la durée des symptômes. Oui, tout à fait. Puis ce qu'on avait dit, c'est justement, si on ne reçoit pas de traitement, la condition peut être chronique. Puis non seulement chronique, c'est que, tout à l'heure, on parlait d'évitement, mais tout le fonctionnement, tout le système de la personne peut se construire autour de ces évitements-là. Donc, ça devient super difficile c'est comme si la fenêtre de mouvement de cette personne-là devient de plus en plus étroite. Puis, plus on évite, plus cet évitement-là se généralise. Donc, les gens deviennent vraiment tout comme coincés là, dans une petite fenêtre de mouvement. Alors que c'est une condition qui est traitable. Puis là, j'entends toutes les personnes qui se disent « Oui, mais moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. » Je pense que le message qui est important d'envoyer, c'est « Essayez encore. » Parce que oui, ça se peut qu'on soit tombé sur un médecin qui a prescrit un médicament qui n'a pas marché. Ça se peut qu'on soit tombé sur un psychologue
un travailleur social, une psychothérapeute avec qui ça n'a pas marché, avec qui on n'avait pas d'atome crochu. Ça veut pas dire que l'intervention, le traitement efficace n'existe pas. Peut-être que vous n'êtes pas encore tombé sur la bonne personne. Puis moi, je fais toujours le parallèle avec si j'ai une dent qui me fait mal, puis je vais voir un dentiste, puis j'aime pas ce dentiste-là, puis j'ai encore mal en sortant, est-ce que je dis, ça y est, les dentistes, les soins dentaires, ça ne marche pas? Fini à vie. Non, c'est ça, je vais voir un autre dentiste. Puis peut-être qu'à mon prochain dentiste, je lui explique un peu les expériences que j'ai eues. Puis si je suis chanceuse, ça m'arrivera pas trop 2 fois de suite, là. Sauf qu'on dirait qu'avec les traitements psychologiques, la psychothérapie, ça nous prend toute notre petite chance pour y aller une fois. Donc, si ça marche pas bien la première fois, on se décourage plus facilement. Puis c'est comprenable aussi. On l'entend qu'on est, certaines femmes sont beaucoup invalidées face à leurs symptômes, etc. Fait que c'est normal que ça peut nous décourager, mais je trouve que c'est un beau message d'espoir. Oui, effectivement, que c'est pas une condition permanente. Avec les soins appropriés, là, on peut arriver à bout. Puis, on va dans un autre volet un petit peu, un autre volet pas tant, mais quand même. Quand on parle des enfants et des adolescents, est-ce que ces clientèles-là peuvent recevoir un diagnostic d'état de stress post-traumatique? Oui, tout à fait. Puis ce sont souvent les grands oubliés parce qu'on s'intéresse plus à les personnes responsables ou les gens qui avaient les adultes dans un événement traumatique. Les enfants, les adolescents peuvent développer aussi un trouble de stress post-traumatique. Ça va parfois s'afficher ou s'illustrer un peu différemment, surtout quand on parle de jeunes enfants qui seront peut-être pas en mesure de dire qu'ils ont des souvenirs ou qu'ils ont des pensées intrusives, là, mais qu'on va voir rejouer des scènes de l'événement dans leur séance de jeu. Chez les adolescents, ça peut peut-être qu'il manque de mots, peut-être à certains moments, ça peut peut-être plus s'afficher comme une plus grande irritabilité, une plus grande émotivité, que là, on va passer sous silence parce que il fait sa crise d'ado. Donc, il faut pas penser que les enfants, les adolescents ne réagissent pas ou qu'ils vont passer par-dessus plus facilement que les adultes. Là, eux aussi là, peuvent développer des symptômes post-traumatiques. C'est pertinent quand même. On a une équipe jeunesse ici, donc c'est sûr qu'on est amené à avoir des jeunes entre 12 et 17 ans. Fait que c'est des choses aussi que... Alors là, je parle à travers mon chapeau, je suis pas intervenante jeunesse, mais que sûrement nos collègues peuvent être amenés à voir. Sinon, par souci d'intersectionnalité, puis tout ça, on en a parlé un petit peu tantôt, on avait une question pour toi, si tu voyais des nuances ou des différences chez les personnes qui ont un arrière-plan culturel autre que québécois face au TSPT. Au Québec, on a ce site particulier qu'on fait des efforts pour déstigmatiser la santé mentale. C'est pas encore parfait, mais on y arrive, si bien que les gens parlent de dépression, d'anxiété, font la différence entre être anxieux puis être fou ou être anxieux puis être schizophrène, pour dire quelque chose. Donc, de plus en plus, on a cette connaissance-là populaire, puis les gens savent de plus en plus c'est quoi un psychologue, un psychiatre, puis bon. Parfois, les gens qui ne viennent pas du Québec vont avoir on parlait du stigma face à la santé mentale, là, vont avoir un stigma plus grand par rapport à la santé mentale, vont avoir intégré plus de mythes, là, que justement les symptômes, c'est parce que je suis en train de devenir folle ou parce que pardon, je suis en train de perdre le contrôle ou je sais pas ce qui m'arrive. Il y a ça. Il y a d'autres pays aussi où la santé mentale, c'est vu comme une faiblesse. Si on a des difficultés, des troubles anxieux, des symptômes dépressifs, c'est qu'on n'est pas assez fort, c'est qu'on n'est pas assez capable de prendre notre vie en main.
Donc, c'est très honteux de parler de ces symptômes-là. Oui. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver au Québec aussi, mais qui peuvent être accentuées, là. Puis qui peuvent représenter des barrières à la demande d'aide. Effectivement, et puis ça fait partie là, de nos observations. Nous, comme Calax, certaines clientèles que l'on ne rejoint pas, pourtant on sait que, là, que les agressions sexuelles, ça fait partie de la réalité de toutes les femmes sur la planète. Donc, mais on voit bien là, de par nos statistiques, que certaines clientèles sont moins présentes. Est-ce que c'est parce qu'elles ont des systèmes de réponse autres, différents? Culturellement, il y a d'autres types de réponses à cela. Ça reste quand même un point d'interrogation. Et puis, là, ce que tu apportes là nous donne des pistes. Il y a l'événement en tant que tel aussi, l'agression sexuelle, qui est pas reconnu dans toutes les cultures comme étant problématique en soi, surtout quand on parle d'agression sexuelle dans un cadre conjugal. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui fait en sorte qu'on ne reconnaît pas qu'on a vécu un événement traumatique. Donc, on reconnaît encore moins bien qu'on a des symptômes. Cela dit, il y a des communautés, contrairement au Québec, où le soutien familial, le soutien de la communauté est primordial, où les forces de ces communautés-là peuvent ressortir davantage dans le filet social qui peut être offert aux victimes. Bon, c'est parfait. C'est un type de réponse aussi, là, parmi... ça fait partie, là, des choix de trajectoire que peuvent prendre les victimes. Puis elles sont les expertes, là, aussi, pour... Oui, c'est ça. C'est pas juste... On n'est pas obligé d'aller voir un psychologue, nécessairement. Là. Sinon, sans vouloir se substituer aux professionnels, quand on veut justement être un milieu familial ou amical, bienveillant, comment peut-on, qu'est-ce qu'on peut faire comme proche pour venir en aide, pour soutenir une victime avec ce diagnostic-là? Je pense que on parlait tout à l'heure à quel point le soutien social était un facteur de protection par excellence. Donc, il ne faut pas minimiser l'impact que les proches ont là, pour soutenir la personne qui a un TSPT. C'est tout simple, mais en même temps très compliqué ce qu'on peut faire. Il faut écouter, accueillir la personne. C'est la première des choses. S'assurer de ne pas avoir d'interventions qui vont contribuer à blâmer la victime, qui vont contribuer à faire en sorte qu'elle se sente encore plus responsable. Ensuite... J'ai un blanc. Excusez-moi, j'ai eu un petit blanc de cerveau. mais je pense qu'on est sur la voie de nous, ce que l'on reçoit des femmes comme ayant été des attitudes adéquates. Souvent, les personnes dans leur environnement vont avoir les deux catégories de proches, ceux qui ont été adéquats ou inadéquats. Donc, ce que tu mentionnes là fait vraiment partie là, de ce qui est rapporté comme positif. L'écoute, la présence, dire je suis là, c'est quelque chose de... On a l'impression que c'est pas beaucoup comme proche. Des fois, on peut se sentir démuni. Je ne suis pas professionnelle, mais juste le fait d'assurer une présence rassurante, là, ça peut faire toute la différence. Puis parfois, on peut être la courroie de transmission entre la personne qui souffre et le service. Donc, on n'a pas besoin de se substituer au service spécialisé, mais on peut être la personne qui rassure, qui fait les recherches, qui dit que les services existent et qui aide la personne qui souffre là, à accéder à ces services-là. Tu as fait toi-même une superbe transition pour ma prochaine question. J'allais te demander c'était quoi les options thérapeutiques qui peuvent s'offrir. Depuis tantôt, on parle évidemment du soutien, du filet social, mais outre ça, ça serait quoi selon toi? Ben là, c'est toujours une question qui est difficile pour moi de répondre parce qu'il y a ce qui est recommandé.
par les lignes directrices, rédigées par les associations savantes. Et il y a ce qui est disponible dans ma région, dans mon CLSC, dans mon bout du réseau de la santé. Donc, c'est sûr que je peux pas passer à côté du fait que ce qui est le plus recommandé pour un TSPT, c'est la psychothérapie. Ça, c'est un consensus, c'est le plus c'est le plus consensus des consensus. C'est pas la médication, c'est vraiment la psychothérapie. Puis il y a plusieurs approches de psychothérapie qui sont recommandées, mais souvent, ce qui va venir en premier lieu dans les recommandations, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale ou la TCC qu'on peut entendre parfois, parce que c'est une thérapie qui va s'attaquer aux conséquences de l'événement traumatique sur comment on pense, qui va s'attaquer à l'évitement. Puis là, je veux pas faire peur à personne, là, c'est graduel, puis il y a des façons de faire qui font en sorte qu'on force jamais personne à faire des choses qu'ils veulent pas, mais ça fait partie vraiment des thérapies qui sont le plus efficaces. Ensuite de ça, il y a des médications qui vont venir soulager un peu les composantes plus anxieuses ou plus dépressives, déjà du portrait du TSPT. Donc, la médication, même si elle est moins efficace, elle est souvent plus accessible. Donc, avec son médecin de famille, souvent, c'est ce qui va être le plus prescrit là, pour le TSPT. Effectivement, réussir à avoir de l'aide, il y a quand même des délais par moment, des listes d'attente, fait que je peux comprendre le fait qu'effectivement, la médication, c'est ce qui est comme le plus accessible rapidement, donc ça peut être, somme toute, une option là, pour les personnes. Oui, tout à fait, mais quand on n'a pas accès à une thérapie rapidement, il y a des lignes d'écoute qui existent, il y a des services, comme chez vous, les Calax, l'IVAC, il y a plusieurs quand même regroupements, organismes communautaires, lignes d'écoute qui peuvent venir en soutien là, en attendant d'avoir un accès à une thérapie plus spécialisée. Là. Est-ce que la médication à elle seule peut venir à bout du TSPT? C'est une bonne question. Ça peut arriver, rien n'est impossible. Si vous me demandez mon avis clinique, ce que j'ai l'impression que la médication fait, on ne guérit pas. Il n'y a pas une maladie logée quelque part dans le cerveau quand on a un TSPT. Là. Donc, il n'y a pas une médication qui va venir comme si j'avais une infection, là, enlever l'infection. En fait, c'est que lorsque la médication vient calmer l'intensité de certains symptômes, si je me sens moins anxieuse, j'évite moins, j'ai des pensées moins catastrophiques, je reprends tranquillement mon fonctionnement, tout ça va venir faire en sorte que, oui, si ça va dans le bon sens, ça va se mettre à aller mieux. Mais si je fais juste prendre la médication en restant enfermée chez moi, en élargissant pas ma petite fenêtre d'action, là, comme on parlait tout à l'heure, ben c'est là qu'on va voir une efficacité peut-être moins intéressante. Là. Puis, justement, on parle de panoplie, là, de voies thérapeutiques. Puis, on est très heureuse, là, de pouvoir parler avec toi aujourd'hui, justement, d'un projet dans lequel Viol Secours, on a un petit peu participé. Donc, c'est Résiliente. En fait, moi, cette question-là, je l'appelle quand les sciences de l'esprit rencontrent les sciences de la technologie. C'est comme, donc on aimerait ça, là, que tu nous en parles. C'est quoi que Résiliente peut apporter de plus dans les choix thérapeutiques, dans les avenues possibles? Oui, Résilience, c'est un autotraitement guidé en ligne. Donc, moi, quand j'ai fait ma thèse de doctorat, il y a de ça très, très, très longtemps, je faisais un autotraitement de l'insomnie parce
parce que dans le traitement de l'insomnie, il y avait beaucoup d'informations puis de comportements qu'il faut mettre en pratique. Puis on se disait, ben peut-être que les gens n'ont pas besoin de venir consulter un psychologue pour faire ça. Peut-être qu'on peut juste leur donner l'information par écrit. Puis bon, dans le temps, je mettais les fascicules, j'imprimais les fascicules, je les mettais à la poste, puis genre, c'était fait de façon vintage. Mais on avait vu des bons taux d'efficacité, des bonnes réductions de symptômes. Donc, moi, j'ai continué avec cette idée-là, puis que les traitements, dans le fond, le contenu même, les stratégies, on peut les enseigner aux personnes en face à face dans une psychothérapie, mais on peut aussi l'écrire de façon tellement vulgarisée que les personnes sont capables de faire ce travail-là de façon autonome, à leur rythme, chez elles. Bon. Et ça se fait beaucoup pour les traitements de la dépression, les traitements des troubles anxieux, mais le TSPT, on dirait qu'on touchait pas à ça. Parce que TSPT, les gens ont vécu des événements traumatiques, ils ont besoin de la présence d'un psychologue. Alors, c'est ce que j'ai fait avec mon équipe de recherche. J'ai essayé d'aller voir, ben le TSPT, est-ce qu'on peut le traiter lui aussi avec un autotraitement? Puis on a commencé avec des victimes de catastrophes naturelles, où là, on se dit, ben là, de toute façon, il y a comme une grande communauté qui a été touchée par la catastrophe naturelle. On va envoyer des autotraitements parce que de toute façon, les besoins excèdent les ressources. Effectivement. Et ben, c'est en développant cet autotraitement-là qu'on a Résilient. Puis à un moment donné, vous, les Champs de Viol Secours, êtes venus cogner à ma porte pour dire, ce serait pas intéressant d'offrir une version de cet autotraitement-là avec des victimes d'agressions sexuelles. Je dis, ben là, si les expertes pensent que c'est faisable, ben oui, on va y aller. Puis on a fait une version de Résilient pour les femmes qui ont vécu des agressions sexuelles. Et là, notre étude est en train de se conclure et on voit des beaux taux d'efficacité. On a même maintenant un projet d'appropriation de la plateforme par Viol Secours ici. Il y a des projets aussi de rendre Résilient disponible au travers le réseau de la santé. C'est pas encore fait, mais oui, donc on peut... et ça, c'est vraiment fascinant parce que, oui, il y a des gens qui vont continuer de dire « Moi, j'ai besoin de voir quelqu'un. Pour faire une psychothérapie, je veux absolument voir quelqu'un. » Puis c'est correct. Un autotraitement devant son ordinateur, ça sera probablement pas pour ces gens-là. Mais tout à l'heure, on parlait de toutes sortes de personnes qui sont pas à l'aise d'aller consulter. Ou qui ont eu des mauvaises expériences, ou qui ont été victimes de sexisme, de racisme, d'homophobie dans le système de santé. Ça arrive, hein? Des fois, il y a des intervenants qui ont encore des bonnes intentions, mais qui lâchent des commentaires qui sont pas agréables. Ben là, ces gens-là, ils trouvent ça très utile. Une plateforme en ligne qui va me donner toute l'information, qui va tout me dire quoi faire pour attaquer tous les symptômes du stress post-traumatique, mais de façon là, vraiment autogérée. Puis, pour l'avoir parcouru un peu, là, c'est vraiment une mine d'or de psychoéducation. Ça va permettre aux gens de comprendre aussi leurs symptômes. Donc, c'est vraiment très intéressant, très accessible aussi, là, très vulgarisé. Donc, en tout cas, on est juste fascinés de voir comment la psychologie et les technologies s'allient là pour le mieux-être des victimes. Oui, puis parce que ce qu'on faisait au début, c'était des longs textes continus en PDF. Finalement, c'était des PDF qu'on demandait aux gens de lire. Mais là, avec la technologie, on peut ajouter des figures interactives, on peut ajouter toutes sortes de choses qui font en sorte que les gens sont plus actifs là, sur la plateforme. Puis les gens peuvent aller choisir, est-ce que c'est le module sommeil ou le module évitement, peu importe, là, en fonction du besoin vraiment ciblé. Donc, c'est intéressant. Oui, on tire profit là, de l'environnement en ligne, puis de tout ce que la technologie peut nous apporter. Là. Ben, écoute, encore une fois, moi, j'ai une question qui a semi-été répondue, mais pour tranquillement conclure, on voulait parler aussi des ressources disponibles, des regroupements disponibles où les gens peuvent aller chercher de l'aide. Tantôt, on a nommé regroupement ressources, mais on n'a pas dit
spécifiquement certains endroits. Puis je sais pas si tu étais à l'aise d'en partager quelques-uns avec nous. Ben, c'est là où vous êtes vraiment plus experte que moi pour vraiment partager les ressources parce que, ben, c'est ça. Moi, je travaille dans un bureau, dans une université. Je suis moins branchée là, avec ce qui existe comme ressources. Mais c'est sûr qu'on envoie les gens vers les CALAX, les centres d'aide, de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Je l'ai dit tout comme il faut. C'est parfait. Vers les CAVAC, vers l'IVAC. On réfère beaucoup les gens. Je pense que l'important, c'est d'en parler. Moi, je rencontre beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, que ce soit au niveau du cégep ou de l'université. Il y a souvent des ressources d'aide à la communauté étudiante qui sont disponibles. Oui, on peut aller dans le privé quand on peut se le permettre, mais il y a aussi toute une panoplie d'organismes communautaires qui sont là pour soutenir, parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas nécessaire tout le temps d'avoir une psychothérapie quand on a vécu un événement traumatique. Des fois, juste un soutien de gens qui nous ressemblent puis qui nous comprennent, là, ça peut faire du chemin. Merci. Écoute, ça répond quand même à notre question. Oui, effectivement. Puis là, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Mettons un angle peut-être qu'on n'aurait pas abordé, une façon dont tu aimerais conclure cette petite discussion? On te laisse la parole. Oh, wow. OK. Quoi, je pense que je sais. Parce que on parle beaucoup, puis en psycho, on aime ça, focusser sur les symptômes. Puis c'est sûr qu'après un événement traumatique qui est techniquement l'expérience ou parmi les expériences les plus horribles qu'on a vécues dans notre vie, ben c'est sûr qu'on va mettre l'emphase sur les symptômes. Mais j'aimerais peut-être ça conclure sur justement le thème de la résilience puis de la croissance post-traumatique. Donc, ça existe des personnes pour qui la vie, le fonctionnement après un événement traumatique revient à la normale, revient à un fonctionnement similaire à ce qui était auparavant. On revient jamais comme avant, on recule jamais dans la vie, mais on peut avoir un fonctionnement similaire à avant l'événement traumatique. Puis il y a même des gens qui deviennent encore mieux, dont le fonctionnement s'améliore. Puis ça, on en parle peu parce que c'est comme, on veut pas culpabiliser les gens qui sont plus en détresse en ce moment. Mais si c'est juste pour donner de l'espoir, ben, il y a des gens qui, quand ils finissent par traverser ces épreuves-là, ces symptômes-là, ben, se rendent compte que ben, peut-être qu'il y a des sphères de leur vie qui veulent changer pour les rendre plus correspondantes à des valeurs, que ce soit peut-être que je passe trop de temps au travail puis j'ai plus envie de passer du temps avec ma famille, peut-être que je passe trop de temps avec une personne qui finalement n'a pas des commentaires très aidants alors que j'ai découvert une amie, ben, une connaissance qui est devenue une amie. Donc, parfois, l'événement traumatique, ça nous force à refaire du ménage dans notre vie, puis à aller chercher les éléments aidants, puis à miser davantage là-dessus, ce qui fait en sorte qu'on peut s'en sortir. Wow, c'est vraiment Ça une nous belle laisse. façon de conclure, Geneviève. Puis, ben, dans ce que tu apportes, à ce que tu apportes, j'aimerais rajouter la nécessité, là, comme société, de miser sur des rapports égalitaires. Et je pense à ces personnes-là, des fois, que l'on voit après un événement comme ça, qui, justement, sont très résilientes, qui vont s'investir dans des organismes, faire du bénévolat, de la prévention, puis justement travailler pour que socialement, on développe, en fait, des rapports plus égalitaire, sans violence et fondé sur le respect. Donc, vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était une superbe conversation, merci. Vraiment.